Personne ne savait qui était cette femme que la serveuse aidait, jusqu'à l'arrivée de ses avocats. « Tu es inutile, Valentine, complètement et absolument inutile. Je ne sais pas pourquoi diable tu continues à travailler ici. » Les mots de Laurence Fournier résonnèrent dans toute la salle du restaurant Le Ciel 44 comme un coup de fouet. Pas à voix basse, pas en cuisine, pas dans le bureau fermé où les humiliations ont au moins la décence de se cacher. Laurence avait choisi de le faire là, au cœur du salon principal, devant les nappes en lin blanc, les verres en cristal de baccarat et les clients en costume qui feignaient de ne pas entendre en tenant leur menu de leurs doigts manucurés. Valentine Dubois ne bougea pas. Elle avait 24 ans, mais à ce moment-là, elle semblait porter le poids de 40 ans de silence accumulé. Ses mains tenaient un plateau avec 2 assiettes de saumon d'Écosse au beurre citronné, parfaitement dressées, parfaitement équilibrées, parfaitement immobiles, bien que son pouls intérieur batte comme un tambour de guerre. Ses yeux sombres regardaient droit devant, pas le sol, pas Laurence, pas les clients qui murmuraient, vers ce point neutre que l'on apprend à trouver quand la douleur doit attendre son tour. « Tu m'écoutes ?» exigea Laurence en faisant un pas vers elle, les bras croisés sur la poitrine, avec cette expression qu'elle avait perfectionnée au fil des années à exercer son pouvoir sur ceux qui ne pouvaient se défendre. Monsieur Dubois attend son entrée depuis 22 minutes. 22 minutes, Valentine. Dans ce restaurant, c'est une éternité. Soit tu n'as pas de montre, soit ça t'est simplement égal. C'était une erreur en cuisine, Madame Fournier, dit Valentine d'une voix calme et précise, comme quelqu'un qui mesure chaque syllabe pour qu'elle ne lui coûte pas plus cher qu'elle ne lui a déjà coûté. Le saumon est sorti tard. Ça ne dépendait pas de moi. Je me fiche de qui cela dépendait. Laurence leva la main comme pour frapper l'air, mais s'arrêta juste avant. Quand le client se plaint, le problème, c'est toi, c'est toujours toi. C'est pour ça que tu es là, pour faire bouclier. Tu comprends? Il faut tout expliquer avec des dessins. Un murmure inconfortable parcourut les tables voisines. Une femme d'âge moyen assise près de la fenêtre baissa les yeux vers son verre de Sancerre. Un homme en cravate bleue s'éclaircit la gorge. Personne ne dit rien. Personne ne disait jamais rien. Valentine fit un pas vers la table de Monsieur Dubois, déposa les assiettes avec une précision qui frôlait l'artistique, sourit de ce sourire qui ne naît pas du bonheur mais de l'entraînement et dit « Bon appétit, monsieur. Nous regrettons l'attente. » Monsieur Dubois, un homme d'une 50aine d'années avec une montre en or et le regard de quelqu'un habitué à ce que le monde lui présente des excuses, ne leva pas les yeux de son téléphone. Valentine retourna au couloir de service. Laurence la suivit à 3 pas derrière, comme une ombre au parfum cher et aux talons qui claquaient sur le marbre dans un rythme que Valentine avait appris à détester dès le premier jour. « C'est la 3e plainte cette semaine », murmura Laurence quand elles furent hors de vue du salon, bien que cela restât parfaitement audible pour la paire de serveurs qui faisaient semblant de plier des serviettes. « 3 plaintes. Valentine, à la 4e, je ne pourrai rien faire pour toi. » Valentine ne répondit pas. Non pas qu'elle n'ait rien à dire. Elle avait énormément. Elle avait 3 ans de choses à dire, empilées comme des cartons dans une pièce sans fenêtre. Mais elle avait aussi appris que les mots dans la bouche de quelqu'un sans pouvoir sont des munitions que l'autre utilise pour vous tirer dessus en retour. Alors elle garda le silence, prit un autre plateau et retourna dans le salon. Le Ciel 44 était sur le papier l'un des 10 meilleurs restaurants de Paris, 44e étage de la Tour Opale, sur la Défense, avec une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. Menu d'auteur avec des influences de cuisine française contemporaine sur une base provençale. Des prix qui faisaient vérifier leur compte bancaire 2 fois avant de faire une réservation. Réservation avec une liste d'attente de 3 semaines sur le papier. Ce que les critiques des magazines gastronomiques ne voyaient pas parce que personne ne leur montrait les coulisses, c'était ce qui se passait de l'autre côté des portes battantes, la pression sourde sur le personnel de salle, les objectifs de vente d'accords mets et vins que personne ne pouvait atteindre parce que Thierry Beaumont, le propriétaire, les ajustait à la hausse chaque trimestre, avec la même logique impitoyable de celui qui sait qu'il y aura toujours quelqu'un de plus désespéré prêt à essayer. Les horaires qui s'étiraient sans paiement d'heures supplémentaires, parce que le commerce de l'hospitalité est ainsi. Si vous n'aimez pas, la porte est ouverte. Les pourboires que Laurence redistribuait à sa discrétion, avec une discrétion qui favorisait curieusement toujours le personnel de bar et les serveurs qu'elle aimait bien, qui curieusement n'étaient jamais ceux qui remettaient quoi que ce soit en question. Valentine était là depuis 3 ans. Elle était arrivée de la Drôme provençale avec un sac à dos en toile, un diplôme technique en gastronomie, obtenu en étudiant le soir à l'école hôtelière de Marseille, pendant qu'elle faisait la plonge le jour dans une brasserie du centre, et l'idée ferme, presque entêtée, que si elle travaillait assez dur au bon endroit, les choses s'amélioreraient. Les choses ne s'étaient pas améliorées, mais elle n'était pas partie non plus, car partir signifiait abandonner. Et Valentine Dubois avait promis, debout devant la tombe de sa mère à Gordes, qu'elle n'abandonnerait pas, que ce que sa mère n'avait pas pu avoir, elle le construirait, même si cela prenait du temps,
même si cela faisait mal, même si elle devait supporter une Laurence Fournier chaque matin pour le reste de sa vie. Il était 13h17 quand cela arriva. Valentine était debout à la station de service, remplissant une carafe d'eau minérale avec des rondelles de concombre. Lorsque la porte du restaurant s'ouvrit, elle n'attira pas immédiatement l'attention, car les portes du ciel 44 s'ouvraient constamment, mais quelque chose fit lever les yeux à Valentine. Être fût-ce l'absence de bruit. La plupart des clients du ciel 44 arrivaient en faisant du bruit de différentes manières, en conversant fort, en riant, en coordonnant des réservations par téléphone à la dernière minute, en traînant des chaises en cuir. Cette femme ne fit aucun bruit. Elle entra seule, lentement, avec ce genre de calme qui n'est pas de la passivité, mais un contrôle absolu de chaque muscle, et s'arrêta à côté de l'hôtesse comme si elle avait tout le temps du monde et se fichait que le temps soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Elle avait environ 65 ans. Les cheveux blancs argentés coiffés en chignon bas qui lui donnaient un air à la fois sévère et élégant. Elle portait un tailleur de couleur crème, sans excentricité, sans logo visible, sans rien qui criât l'argent de manière vulgaire. Seul le tissu qui tombait d'une certaine manière, la coupe précise des manches, la petite broche dorée sur le revers, suggérait que ses vêtements avaient coûté ce que Valentine gagnait en 4 mois. Elle portait un sac rectangulaire sombre sur le bras plié, sans chaîne décorative, sans monogramme, simplement un sac qui coûtait le prix d'une voiture d'occasion en bon état. Valentine la vit. Elle la vit vraiment, pas de la manière distraite dont on regarde les choses que l'on ne considère pas importantes. L'hôtesse de service, Camille, une jeune femme de 22 ans qui occupait le poste depuis 4 mois et avait déjà parfaitement appris les hiérarchies invisibles du lieu, vérifia son écran avec une expression d'excuse fabriquée. « Bonjour, avez-vous une réservation chez nous ?»« Non, » dit la vieille dame. Sa voix était calme, ni haute ni basse, du genre qui n'a pas besoin de volume pour être entendu. « Quel dommage !» dit Camille avec cette inflexion entraînée qui semble aimable, mais signifie ce n'est pas possible. Malheureusement, nous sommes complets à 100%. Sans réservation préalable, nous ne pouvons garantir de table. Être si vous souhaitez nous laisser votre numéro de téléphone, je suis bien ici, dit la vieille dame sans bouger. Je peux attendre. Camille la regarda une seconde de trop. La femme ne semblait pas une touriste confuse. Elle ne semblait pas quelqu'un qui ne comprenait pas la situation. Elle semblait quelqu'un qui avait décidé quelque chose et ne voyait aucune raison de changer d'avis. C'est que l'attente pourrait être de 40 minutes ou plus, tenta Camille. Je ne suis pas pressée, répondit la vieille dame, et s'assit dans le petit canapé d'attente près de l'entrée. Elle croisa les mains sur son sac et regarda la salle avec les yeux de quelqu'un qui observe sans rendre évident qu'il observe. Valentine, depuis sa station, vit tout et, sans savoir exactement pourquoi, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois dans ce restaurant. De la curiosité, ce fut Laurence qui la vit 10 minutes plus tard. « Qui est cette dame ?» demanda-t-elle à Camille sur le ton qu'elle utilisait quand quelque chose lui causait une gêne esthétique, comme une chaise mal alignée ou une tache sur la nappe. Elle est arrivée sans réservation. Elle a dit qu'elle attendait. Laurence l'étudia une seconde. Les vêtements discrets, sans accompagnateur, sans le genre d'énergie bruyante qu'apportaient les clients à gros budget, qu'elle savait identifier à distance parce qu'elle cultivait ce radar depuis 15 ans. « Dites-lui que nous sommes désolés, mais qu'il n'y a pas de disponibilité aujourd'hui, » dit Laurence. « Je lui ai déjà dit que l'attente pourrait être longue, » murmura Camille. Elle a dit qu'elle n'était pas pressée. « Ce n'est pas une suggestion, Camille. » Camille alla vers la vieille dame. Valentine, qui passait à ce moment-là avec un plateau propre vers le fond de la salle, s'arrêta. « Madame, je suis vraiment désolé, mais la direction nous indique qu'il ne sera vraiment pas possible de vous servir aujourd'hui. Peut-être si vous nous appelez demain pour faire une réservation », la vieille dame tourna la tête vers Camille. Non pas brusquement, simplement elle la tourna. Et Camille, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi, ressentit l'envie de faire un petit pas en arrière. « Je comprends », dit la vieille dame avec une parfaite courtoisie. « Alors j'attendrai dehors. » Et elle commença à se lever. Ce fut à ce moment-là que Valentine traversa la salle. Elle n'y pensa pas. Si elle y avait pensé, elle ne l'aurait pas fait. 3 ans à cet endroit lui avait appris que trop penser avant d'agir était la seule façon de survivre. Mais quelque chose dans l'image de cette femme aux cheveux argentés, se levant du canapé pour aller seule dans la rue, rejetée sans raison réelle, activa quelque chose de plus ancien que la peur, quelque chose que sa mère lui avait semé avant que le monde ne lui apprenne à l'élaguer. « Madame », dit Valentine et sa propre voix la surprit. « Si vous souhaitez m'accompagner, il y a une table près de la fenêtre latérale qui s'est libérée il y a 10 minutes. C'est ma table, je veux dire, c'est ma section. Je peux vous servir. » La vieille dame s'arrêta. Elle la regarda non pas avec la condescendance avec laquelle la plupart des clients regardaient le personnel de service. Elle la regarda d'une autre manière, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle. « Complètement », dit Valentine.
et, quelque part derrière elle, elle entendit le bruit des talons de Laurence Fournier s'arrêter net sur le marbre. La table près de la fenêtre latérale n'était pas la meilleure de la salle, mais de là, on voyait un angle de la ville que Valentine avait toujours trouvé beau, la bande verte du jardin du Luxembourg, contrastant avec le gris des bâtiments, et, plus loin, la silhouette du Mont Blanc les jours où le smog le permettait. Aujourd'hui, c'était un de ces jours. Valentine plaça la carte devant la vieille dame avec les 2 mains comme on le lui avait appris. « Mon nom est Valentine. Je vais vous servir personnellement. Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire pendant que vous consultez le menu? De l'eau plate, s'il vous plaît, sans gaz. » Avec plaisir. Valentine s'éloigna vers la station des boissons. Quand elle revint avec la carafe et le verre, la vieille dame n'avait pas ouvert le menu. Ses yeux étaient posés sur la salle. Pas sur la vue de la ville, mais sur la salle, sur Laurence, qui conversait près du bar avec une expression tendue, sur les serveurs qui se déplaçaient entre les tables, sur les clients, sur tout. « Puis-je vous demander votre nom ?» dit Valentine, en versant l'eau avec soin pour ne pas en renverser une goutte. La vieille dame la regarda. « Hélène, dit-elle. Simplement Hélène. Bienvenue, Madame Hélène. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le restaurant, la femme aux cheveux argentés sourit. C'était un petit sourire, presque secret, du genre qui ne se donne pas facilement. Valentine ne le savait pas, alors elle ne savait pas que ce sourire allait tout changer. Laurence Fournier avait un talent particulier qu'elle considérait elle-même comme un don professionnel. Elle pouvait calculer avec une précision quasi scientifique combien d'argent un client allait dépenser en le regardant seulement pendant 15 secondes. La coupe de cheveux, la montre, les chaussures, la manière dont il tenait la carte, tout s'additionnait, tout se soustrayait. Et ce calcul déterminait de manière complètement invisible, mais absolument systématique, le niveau d'attention que cette personne recevait. La vieille dame de la table latérale ne totalisait pas bien. Vêtements discrets, sans marque visible, sans bijoux ostentatoires, sans téléphone de dernière génération sur la table, sans accompagnateur qui multiplierait la consommation, sans l'énergie de celui qui vient célébrer quelque chose. Elle avait demandé de l'eau plate. De l'eau plate. Pas un Prosecco, pas un Negroni, pas la bouteille de vin, qui était le premier signe d'un bon ticket moyen. De l'eau. Laurence calcula une consommation maximale probable de 80 € pour boire nul. Valeur de la table occupée par couvert. Exécrable. Et en plus, la table que Valentine lui avait donnée était la latérale près de la petite fenêtre, qui, bien que non premium, avait la capacité d'accueillir 4 personnes, ce qui signifiait 3 chaises vides, générant 0 revenu pendant ce qui promettait d'être une occupation longue et de faible rendement. Elle alla vers Valentine dès qu'elle la vit disponible à la station des boissons. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» lui dit-elle dans ce chuchotement acéré qui était sa version de la discrétion. « Mon travail », répondit Valentine sans lever les yeux, remplissant un autre verre d'eau. « Je t'ai dit que cette dame, elle ne m'a rien dit directement, Madame Fournier, dit-elle à Camille. Et Camille n'est pas ma supérieure. » Laurence ouvrit la bouche, la referma. En 3 ans, Valentine n'avait jamais répondu ainsi. Elle baissait toujours la tête, acceptait toujours, absorbait toujours. C'était, dans le langage cruel des lieux hiérarchiques, une cible facile précisément parce qu'elle ne ripostait jamais. Quelque chose avait changé. Laurence ne sut pas le nommer à ce moment-là. Elle sut seulement que cela la mettait mal à l'aise d'une manière qui allait au-delà de la situation immédiate. « Quand cette dame partira, » dit Laurence, prononçant chaque mot avec le soin de celui qui enfonce quelque chose, « nous aurons une conversation très sérieuse sur tes attitudes. » Compris? Valentine prit la carafe et s'éloigna vers la table latérale sans répondre. Madame Hélène consulta le menu pendant exactement le temps qu'il lui fallut pour le consulter. Ce qui ne fut pas long, non pas parce qu'elle ne lisait pas, mais parce qu'elle le lisait vraiment, avec attention, sans s'arrêter sur les prix. Puis elle le referma d'une tape douce et le laissa sur la table parfaitement aligné par rapport au bord. « Le consommé de volaille aux petits légumes, » dit-elle lorsque Valentine s'approcha. « Et un peu de pain de campagne maison si vous en avez. »« Bien sûr. Autre chose pour le moment ? » ?»« Non, merci. C'est bien ainsi. » Valentine nota. Elle allait s'éloigner lorsque Madame Hélène parla de nouveau avec ce même ton calme qui ne demandait rien, mais ne s'attendait pas non plus à ce qu'on lui refuse la parole. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Valentine s'arrêta. Les serveurs ne recevaient pas souvent cette question. Les clients du Ciel 44 ne s'intéressaient généralement pas à leurs serveurs au-delà de la rapidité du service et de la température de la nourriture. « 3 ans, dit Valentine. Et avant, j'ai travaillé dans plusieurs endroits tout en étudiant la gastronomie à l'école hôtelière de Marseille. » « À l'école hôtelière de Marseille ?» Valentine la regarda. « Comment le savez-vous ?» Madame Hélène désigna vaguement le cou de Valentine, où une petite boucle d'oreille en terre cuite émaillée d'aubagne peinte de fleurs, une pièce minuscule et délicate, pendait presque invisible sous le lobe. « De la terre cuite d'aubagne, dit la dame. Je reconnais.
Valentine porta la main instinctivement vers la boucle d'oreille, qui était la seule chose qu'elle s'était permise de porter pendant son service, car elle était petite, et le règlement stipulait que les boucles d'oreilles devaient être discrètes. C'était celle de sa mère. « Oui, je viens de la Drôme provençale. Bel endroit, » dit Madame Hélène. Non pas comme une touriste qui dit bel endroit en pensant aux pastilles et au marché local. Elle le dit d'une autre manière, comme quelqu'un qui a vu beaucoup d'endroits et sait reconnaître ceux qui sont véritablement beaux. Le plus beau du monde, dit Valentine. Et cela sonnait plus comme une vérité que comme de la fierté régionale. Madame Hélène hocha légèrement la tête. « Allez chercher mon consommé, dit-elle avant que votre chef ne vous voie debout ici. » Valentine tourna les yeux presque par instinct. Laurence, de l'autre bout de la salle, l'observait avec une expression de porcelaine fraîchement sortie du four, tendue et sur le point de se briser. Valentine alla chercher le consommé. Ce qui se passa au cours des 40 minutes suivantes fut, en apparence, très peu de choses. Madame Hélène mangea son consommé de volaille. Elle le fit lentement, avec cette concentration paisible de celui qui ne mange pas par faim, mais par plaisir conscient. Elle rompit le pain en petits morceaux avec les doigts, non avec le couteau. Elle but son eau par petites gorgées régulières, ne sortit pas son téléphone, ne consulta pas de messages, ne parla à personne d'autre qu'à Valentine, et seulement lorsque Valentine s'approchait. Mais ses yeux ne cessèrent jamais de bouger. C'est ce que Valentine remarqua en la servant entre ses autres tables. Madame Hélène semblait immobile, mais elle ne l'était pas. Ses yeux faisaient le travail. Il parcourait la salle par des mouvements doux, presque imperceptibles, comme l'aiguille d'un appareil qui mesure quelque chose. Elle observait Laurence, observait les autres serveurs, observait comment les tables étaient coordonnées, comment les plats sortaient, comment le personnel était géré en cas d'erreur. Une fois, Valentine la vit regarder fixement vers la cuisine, lorsque les portes battantes s'ouvrirent et laissèrent entrevoir un instant le chaos ordonné de l'intérieur. La dame ne dit rien. Elle regarda seulement. À 14h30, alors que le service commençait à se raréfier et que les tables du centre se vidaient une par une, Valentine s'approcha pour offrir le café ou un dessert. « Un café filtre artisanal », dit la dame. « Si vous en avez. Nous avons des expressos et des américains, mais je peux demander au barista d'en faire un à l'ancienne si vous voulez attendre quelques minutes. » Madame Hélène la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. « Faites ça, dit-elle. » Valentine alla au bar. Baptiste, un jeune barista qui était là depuis 6 mois, et conservait encore suffisamment d'enthousiasme pour bien faire les choses quand quelqu'un le lui demandait raisonnablement, mit 8 minutes à préparer le café filtre artisanal avec de la cannelle et du sucre de canne véritable. Valentine le servit dans une tasse blanche avec la petite soucoupe et la cuillère parfaitement alignées. Madame Hélène sentit le café avant de le boire. « Bien, dit-elle. » Et Valentine sut, au ton, que ce bien valait plus que la plupart des éloges qu'elle avait reçus dans ce travail. Ce fut pendant ce café que Laurence arriva pour la 2e fois. Cette fois, elle n'alla pas vers Valentine, elle alla directement vers la table de Madame Hélène. Elle se plaça à côté de la chaise avec ce sourire professionnel qu'elle utilisait quand elle avait besoin de paraître aimable sans l'être, et parla sur un ton qui se voulait chaleureux, mais avait la température réelle d'un réfrigérateur industriel. « Bon après-midi, madame. J'espère que tout a été à votre goût. Je voulais vous dire que nous aurons bientôt besoin de la table pour le service du soir. Si vous souhaitez demander l'addition, Madame Hélène leva les yeux de son café, regarda Laurence, ne dit rien pendant 3 secondes complètes. 3 secondes, ça ne paraît pas beaucoup. Mais dans une conversation en face à face, 3 secondes de silence soutenu avec les yeux de quelqu'un qui ne cligne pas sont suffisantes pour que n'importe quelle personne sente que la terre sous ses pieds n'est pas aussi ferme qu'elle le croyait. Laurence garda le sourire, mais quelque chose derrière ses yeux hésita. « Je n'ai pas encore terminé mon café », dit enfin Madame Hélène avec une parfaite courtoisie. « Quand j'aurai terminé, je demanderai l'addition. »« Est-ce un problème ?»« Non, bien sûr que non, » dit Laurence, reprenant son ton comme quelqu'un qui ramasse quelque chose qui est tombé. « Je voulais juste m'assurer que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de finir mon café en paix, » dit Madame Hélène. « Valentine m'a parfaitement servi. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Laurence soutint son regard une seconde de plus, puis elle hocha la tête, tourna sur ses talons et s'éloigna avec cette raideur dans le dos qui, chez elle, signifiait que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Valentine, qui avait observé la scène depuis la station de service à 3 mètres de distance, sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas de la joie exactement. C'était quelque chose de plus proche de voir que quelqu'un, quelque part dans l'univers, recevait exactement ce qu'il méritait. Madame Hélène termina son café 10 minutes plus tard. Elle demanda l'addition sans que Valentine ait besoin de s'approcher. Elle leva à peine 2 doigts en l'air avec un geste si minimal et précis que seule Valentine, qui avait déjà appris à l'observer,
le capta de l'autre bout du couloir. L'addition était de 48 €. Madame Hélène vérifia le reçu sans s'arrêter sur les décimales. Elle écrivit sa signature avec un stylo qu'elle sortit de la poche intérieure de son sac à main et plia soigneusement le reçu avant de le rendre. Puis elle appela Valentine. « Merci », dit-elle. « Ce fut un plaisir, Madame Hélène. J'espère vous servir à nouveau. » Madame Hélène se leva avec cette élégance qui ne nécessite pas d'effort visible. Elle prit son sac et un instant, resta debout près de la table, regardant la ville à travers la fenêtre latérale, le jardin du Luxembourg vert et étendu, le Mont Blanc en arrière-plan, clair cet après-midi-là, la ville énorme et indifférente sous tout cela. « Savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant à être au 44e étage ?» dit-elle à Valentine, sans tourner la tête. « Quoi, madame ? Que d'ici, vous pouvez voir exactement qui est en bas, » dit la dame, « et qui croit l'être. » Valentine ne comprit pas tout à fait. Elle hocha la tête tout de même. Madame Hélène se tourna vers elle, et, avant de s'éloigner vers la sortie, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait pendant tout le repas. Elle mit la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un petit carnet. Pas un agenda électronique, un carnet physique fin avec une couverture en cuir doré usée par l'usage. Elle ouvrit une page blanche, écrivit quelque chose avec le même stylo qu'avant, arracha la feuille avec un soin millimétrique et la tendit à Valentine. C'était un numéro, juste un numéro de téléphone, sans nom, sans contexte. « Au cas où un jour vous auriez besoin de quelque chose », dit Madame Hélène, et elle partit. Valentine resta debout près de la table vide, avec le petit papier plié dans la main. Elle l'ouvrit de nouveau, le lut encore une fois, le plia, le rangea dans la poche de son tablier, juste à côté de la boucle d'oreille en terre cuite émaillée que sa mère lui avait offerte le dernier anniversaire avant de mourir. Du fond de la salle, les talons de Laurence claquaient déjà de nouveau sur le marbre, se rapprochant. Valentine ne leva pas les yeux. Elle pensa à ce que la dame avait dit à propos du 44e étage et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit pas qu'elle était en bas. Thierry Beaumont ne descendait jamais en salle avant 6 heures. C'était une règle non écrite, comme tant d'autres choses au ciel 44 que tout le monde connaissait et que personne n'avait formulé à haute voix. Le propriétaire du restaurant le plus exclusif du 44e étage de la Tour Opale arrivait après midi. Il s'installait dans son bureau du fond avec vue sur la ville et un whisky de Malte que personne ne lui servait car il le choisissait et le se servait lui-même. Et de là, il gérait ce qu'il appelait la vision stratégique de l'entreprise, ce qui signifiait en pratique revoir les rapports de vente de la veille, passer des appels à voix suffisamment haute pour que le personnel de cuisine l'entende à travers la porte, éventuellement descendre en salle quand il sentait que sa présence était nécessaire pour rappeler à tous que le restaurant existait parce qu'il existait. Ce mardi, il descendit à 14h47. Valentine le vit apparaître par les escaliers intérieurs avec cette façon de marcher qui n'était pas exactement arrogante, mais pas humble non plus, plutôt quelque chose entre les deux, où vivent les hommes qui ont eu de l'argent assez longtemps pour croire que l'espace se réorganise quand ils y entrent, 52 ans. Cheveux sombres avec des tempes grisonnantes qu'il cultivait avec la précision de celui qui sait que cela lui donne un air d'autorité. Costume gris anthracite de coupe italienne, bouton de manchette en argent. Le sourire de celui qui sourit parce qu'il sait qu'il doit le faire, pas parce que quelque chose l'amuse. Laurence alla vers lui immédiatement comme une aiguille vers un aimant. Valentine ne pouvait pas entendre la conversation d'où elle était, mais elle n'avait pas besoin de l'entendre. Elle connaissait le langage corporel des deux suffisamment bien pour le lire à distance. Laurence gesticulait discrètement vers la table latérale, où Madame Hélène était assise il y a 20 minutes, maintenant vide. Thierry écoutait, hochait la tête, et son regard se posa sur Valentine. Ce genre de regard, Valentine le connaissait aussi. Ce n'était pas bon signe. Thierry Beaumont traversa la salle lentement, saluant au passage quelques clients qui restaient aux dernières tables du service du déjeuner, avec cette aisance de celui qui sait se mouvoir dans des espaces élégants parce qu'il le fait depuis des décennies. Valentine était à la station de service, pliant des serviettes avec la concentration de celui qui a besoin d'occuper ses mains pour garder la tête en ordre. Valentine. Elle leva les yeux. Thierry était à 1,5 m, suffisamment près pour que la conversation soit clairement entre eux deux, suffisamment loin pour qu'il n'ait pas à baisser la voix. Raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui avec la dame de la table 4. La table latérale, Monsieur Beaumont. La dame est arrivée sans réservation. Elle était sur le point de partir. Je lui ai offert une table disponible. Une table disponible, répéta Thierry, comme si les mots avaient un goût qui ne lui plaisait pas tout à fait. Et c'est toi qui décides quelles tables sont disponibles maintenant? La table était inoccupée, le service était actif. Cela m'a semblé la bonne chose à faire. Ce qui te semble la bonne chose à faire, Thierry sourit. C'était un petit sourire sans chaleur. Intéressant que tu aies maintenant une opinion sur ce qui est correct dans mon restaurant. Valentine ne répondit pas.
Madame Fournier avait déjà pris une décision concernant cette cliente, continua Thierry, baissant légèrement le ton, mais pas le tranchant. Tu as décidé de l'ignorer. Savez-vous comment cela s'appelle? Dit Valentine. De l'initiative. Le silence qui suivit dura exactement 2 secondes. Puis Thierry laissa échapper un son entre rire et soupir, tourna légèrement la tête vers Laurence, qui observait depuis le bar, et ramena ses yeux sur Valentine avec déjà quelque chose de différent en eux. Ce n'était plus de l'irritation routinière, c'était autre chose. De l'initiative, répéta-t-il. Quel joli mot pour ce qui fut en réalité un manque de respect envers ta direction, une décision unilatérale qui a ignoré le protocole de ce restaurant et une perte de temps avec une cliente qui a consommé moins de 50 € à une table pour 4 personnes pendant 1 heure et demie de service de pointe. Il fit une pause calculée. Sais-tu combien coûte cette table par heure en termes de revenus potentiels? Monsieur Beaumont, je ne te demande pas ce que tu penses, je te dis ce que tu as fait. La salle était presque vide déjà, mais les 2 ou 3 clients qui restaient avaient cessé de faire semblant de ne pas entendre. Le commis qui rangeait la verrerie à la station du fond s'était immobilisé. L'hôtesse Camille, près de l'entrée, regardait le sol. Valentine sentit la chaleur monter de sa poitrine vers son cou. Ce n'était pas de la honte, ou pas seulement de la honte, c'était ce mélange spécifique et épuisant de rage et d'impuissance qui se produit quand quelqu'un a raison sur les faits, mais a complètement tort sur ce qui compte. Et tu sais que le lui faire remarquer ne sert à rien car le pouvoir est du mauvais côté. Dans ce restaurant, dit Thierry, élevant à peine la voix pour qu'il soit parfaitement clair qu'il ne se souciait pas d'être entendu. Les décisions concernant les clients, les tables et le protocole sont prises par la direction, pas par le personnel de salle. C'est clair? C'est clair, dit Valentine, parce que si ce n'est pas clair, nous pouvons le clarifier de manière que ni l'un ni l'autre n'appréciera. C'est clair, monsieur Beaumont. Thierry l'étudia un instant de plus, comme s'il attendait quelque chose qui ne vint pas, puis il hocha la tête avec cette satisfaction terne de celui qui a réaffirmé l'ordre des choses, ajusta un bouton de manchette qui n'avait pas besoin d'être ajusté, et s'éloigna vers le bar où Laurence l'attendait avec l'expression de celui qui a vu ce qu'il voulait voir. Valentine retourna aux serviettes. Ses mains ne tremblaient pas. Elle les força à ne pas trembler. L'après-midi se déroula avec cette lourdeur particulière qu'ont les heures après une humiliation publique. Tout fonctionnait comme toujours en surface. Le service continuait, les plats sortaient, les clients arrivaient et partaient, mais il y avait une couche invisible de malaise qui recouvrait tout, comme la vapeur avant une tempête qui ne se décide pas encore à éclater. Les serveurs qui avaient assisté à l'échange évitaient le contact visuel avec Valentine, non pas par cruauté, mais par cette forme de solidarité lâche qui consiste à ne pas être associé à celui qui vient d'être désigné par le pouvoir, car le pouvoir a de la mémoire et une vengeance sélective. Seul Baptiste, le barista, lui dit quelque chose en passant. « Hé, ton café filtre artisanal était top, ce n'était pas grand-chose. » Mais à ce moment-là, c'était suffisant. Valentine continua de travailler. À 6h10, lorsque le service du déjeuner avait fermé et que le personnel effectuait la transition vers la préparation du dîner, Laurence l'appela au bureau de direction. C'était une petite pièce derrière la cuisine froide, avec un bureau en verre et une seule chaise du côté du personnel, ce qui signifiait que celui qui entrait dans ce bureau était toujours assis plus bas que Laurence, qui utilisait une chaise de bureau exécutive à dossier haut. Ce détail d'architecture du pouvoir, Valentine l'avait remarqué le premier mois et ne l'avait jamais oublié. « Assieds-toi », dit Laurence sans lever les yeux d'une feuille de papier qu'elle tenait des 2 mains. Valentine s'assit. « Je veux que tu saches », commença Laurence, toujours sans la regarder, que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas seulement un manquement au protocole, c'était un manque de respect institutionnel, et je veux que cela soit consigné. Elle sortit une feuille pré-imprimée. C'était un formulaire d'avertissement formel. Il y avait déjà le nom de Valentine écrit en haut, et la date et la description de l'incident. Manquement à une instruction de la direction directe. Attribution non autorisée d'une table à un client sans réservation. Valentine le lut. Elle le lut entièrement, lentement, avec cette attention que l'on porte aux documents quand on sait que les mots auront de l'importance plus tard. « J'ai besoin de ta signature », dit Laurence. « Puis-je en prendre une copie ?» Laurence leva enfin les yeux. « Pardon ? Une copie pour mes dossiers. C'est mon droit selon le Code du travail français. » Le silence qui suivit avait une texture différente de celui de la salle, plus comprimé, plus chargé. « Tiens », dit finalement Laurence avec une neutralité qu'elle s'était forcée à avoir. Elle lui tendit une copie. Valentine signa l'original. Elle prit sa copie, la plia en 4 avec soin et la rangea dans la poche de son tablier, juste à côté du papier avec le numéro de téléphone et de la boucle d'oreille en terre cuite émaillée. « Poche des trésors », pensa-t-elle, et se permit presque un sourire. 17 heures était l'heure creuse du ciel 44. Le personnel du déjeuner était déjà parti.
Celui du dîner n'avait pas encore terminé d'arriver. La cuisine faisait ses préparations en silence et la salle était vide et parfaitement éclairée par ce soleil d'après-midi qui entrait horizontalement par les grandes baies vitrées et transformait le marbre en quelque chose de presque doré. Valentine était seule à la station des boissons, organisant les cartes des cocktails du soir lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Un message texte. Numéro inconnu. Bon après-midi. Je suis Hélène. Ce fut un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que votre après-midi a été tranquille. Valentine lut le message 2 fois. Elle regarda le numéro. C'était le même que celui écrit sur le papier dans sa poche. Elle écrivit une brève réponse. Bon après-midi, Madame Hélène. L'après-midi s'est bien passé. Je suis ravi que vous ayez apprécié le café filtre artisanal. La réponse arriva 30 secondes plus tard, ce qui signifiait que Madame Hélène avait le téléphone en main ou très près. Je l'ai beaucoup apprécié. Une dernière chose, Valentine. Savez-vous qui est le propriétaire de la Tour Opale? Valentine fronça les sourcils devant l'écran. Elle écrivit. Non, Madame Hélène. Pourquoi? 4 minutes s'écoulèrent avant la réponse suivante. 4 minutes que Valentine passa à regarder l'écran avec une sensation étrange et croissante dans l'estomac, comme quand on entend le premier tonnerre lointain et qu'on ne sait pas encore si la tempête arrive ici ou si elle part ailleurs. La réponse, quand elle arriva, n'était que 4 mots. Pour rien. Bonne nuit. Valentine rangea le téléphone, regarda la salle vide, le marbre doré par le soleil, les verres parfaitement alignés qu'elle avait elle-même polis ce matin et eut la certitude, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose était sur le point de changer. Elle ne savait pas quoi, elle ne savait pas quand, mais elle le sentit avec la même précision que sa mère lui avait appris à sentir quand le temps allait changer en Drôme provençal. Pas à cause des nuages, mais à cause de quelque chose dans l'air, quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui existe déjà. Cette nuit-là, lorsque le service du dîner se termina à 23h15 et que Valentine ramassa son sac à dos du casier, Thierry Beaumont sortit de son bureau, un verre à la main, et la vit depuis le couloir. Il ne dit rien, il la regarda seulement. Valentine soutint son regard pendant exactement 1 seconde, puis mit son sac à dos sur l'épaule et sortit par la porte de service. L'ascenseur mit 2 minutes à arriver, 44 étages de descente en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall de la Tour Opale, Valentine marcha vers la sortie principale et leva les yeux vers l'enseigne en marbre noir qui se trouvait à côté de la réception, celle qui avait toujours été là et qu'elle n'avait jamais eu besoin de lire, car elle faisait simplement partie du décor, comme les fougères et l'art abstrait des murs. L'enseigne disait « La Tour Opale, Paris, développée et opérée par le groupe Montaigne Patrimoine ». Valentine resta très immobile. Elle lut le nom encore une fois, Montaigne Patrimoine. Hélène. Le café filtre artisanal. Le carnet à la couverture dorée. Les yeux qui n'arrêtaient pas d'observer. La question dans le message, « Savez-vous qui est le propriétaire de la Tour Opale ?» L'air du hall était froid et sentait le marbre et le vieil argent. Valentine sortit dans la rue. La ville l'accueillit avec son bruit et sa lumière et son indifférence habituelle. Mais Valentine ne se sentait plus partie de ce bruit. Elle marcha un pâté de maison, s'arrêta au coin, sortit son téléphone, n'écrivit rien, rangea simplement le numéro de Madame Hélène avec un nom, Hélène M., et continua à marcher vers le métro, le cœur battant plus vite que son pas, sans savoir exactement vers quoi, mais le sentant avec une certitude absolue. Quelque chose allait arriver. Il y avait une photographie dans le téléphone de Valentine Dubois que personne n'avait jamais vue. Non pas qu'elle la cachât avec un mot de passe, ni qu'elle fût dans un dossier caché. Elle était dans la pellicule normale, parmi des photos d'ingrédients qu'elle avait photographiées au marché de Rungis pour les étudier, et des captures de recettes qu'elle voulait essayer un jour, et les quelques selfies qu'elle avait pris pour son anniversaire de février, avec un verre de chocolat, chaud d'épais, qu'elle avait elle-même préparé seule dans la chambre qu'elle louait au Lilas. La photographie était celle de sa mère, Solange Dubois, dans la cuisine de la maison de Gordes, avec le tablier taché de civet de canard et les bras tendus sur la table en bois, où elle moulait les herbes avec le mortier en pierre, qui avait appartenu à sa grand-mère et à la grand-mère de sa grand-mère. Elle avait 51 ans sur cette photo, bien qu'elle en parût plus, non pas parce qu'elle était détériorée, mais parce qu'elle avait vécu de cette manière dont vivent certaines personnes qui ne s'épargnent rien, avec toute leur énergie vers l'extérieur, vers les autres, vers le monde, sans en garder pour elle-même. Valentine avait 19 ans lorsqu'elle prit cette photo. Elle en avait 20 et 1 lorsque Solange mourut. Cancer du pancréas. Le type qui ne donne pas de signe tant qu'il n'y a plus rien à faire. Le type qui, en Drôme provençal, dans une commune sans hôpital spécialisé à moins de 2 heures de distance, dans une famille sans assurance maladie privée et avec un système de santé publique saturé, signifiait une chose spécifique et brutale. Valentine avait quitté l'école technique où elle étudiait la gastronomie pour être avec sa mère les 4 derniers mois. Elle cuisinait pour elle.
Elle la baignait quand elle ne pouvait plus le faire seule. Elle lui lisait à voix haute les magazines de cuisine qu'elles achetaient ensemble au marché le dimanche, car Solange aimait voir les photographies des plats, même si elle ne pouvait plus beaucoup manger. La dernière semaine, lorsque la douleur était constante et que les calmants qu'elles obtenaient n'étaient pas suffisants, sa mère lui prit la main et lui dit quelque chose que Valentine avait répété mentalement tant de fois que cela ne sonnait plus comme des mots, mais comme la musique de fond de sa propre vie. « Tu iras là où je n'ai pas pu, ma fille, mais ne perds pas qui tu es en chemin. » C'est la seule chose qui ne se récupère pas. Valentine avait la photo dans son téléphone car parfois, dans les pires moments du ciel 44, quand Laurence lui disait qu'elle était inutile ou que Thierry la regardait avec ce mépris dissimulé sous forme d'observation managériale, elle l'ouvrait dans les toilettes du personnel, la regardait pendant 10 secondes et se souvenait qu'il y avait quelque chose de plus grand que cela, qu'il y avait une raison de tenir bon, qui n'avait rien à voir avec Thierry Beaumont, ni avec Laurence Fournier, ni avec aucun restaurant au 44e étage. Cette nuit-là, dans le métro de retour au Lilas, elle ouvrit la photo, la regarda et pensa à Hélène Montaigne. La chambre que Valentine louait au Lilas mesurait 3 mètres sur 4, une fenêtre qui donnait sur un couloir intérieur où la lumière directe du soleil n'arrivait jamais, un lit simple, un chauffe-eau qui mettait 7 minutes à donner de l'eau tiède et une plaque électrique à 2 feux sur laquelle Valentine avait cuisiné des choses qui, au ciel 44, coûteraient 350 €. Ce n'était pas une jolie chambre, mais c'était la sienne ou presque la sienne, dans le sens où c'était sa décision d'être là, de ce côté de la ville, gagnant ce qu'elle gagnait, supportant ce qu'elle supportait, avec un plan qu'elle n'avait dit à personne, car le dire à voix haute le rendait vulnérable aux opinions de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elle portait. Le plan était simple et énorme à la fois. 3 ans au ciel 44, pour apprendre comment fonctionne un restaurant de ce niveau de l'intérieur, pas des livres, pas de la théorie de l'école hôtelière de Marseille, mais du terrain réel, les fournisseurs, les coûts réels contre les coûts déclarés, l'ingénierie du menu, les marges, les erreurs que Thierry commettait et qu'elle archivait mentalement, car les erreurs de ceux qui ont le pouvoir sont les données les plus précieuses du monde. Puis, avec cela, ouvrir quelque chose à elle, petit, honnête, en Drôme provençal, où la vraie cuisine signifiait encore quelque chose, où son nom de famille avait encore des racines, même si sa mère n'était plus là pour les maintenir. 3 ans se transformaient en 4, et le plan restait un plan. Valentine fit chauffer de l'eau pour une tisane à la camomille. Elle s'assit sur le lit, le dos contre le mur froid, et chercha sur Google le nom qu'elle avait lu dans le hall de la Tour Opale, Groupe Montaigne Patrimoine. Les résultats apparurent en 2 secondes. Elle les lut pendant 40 minutes. Le Groupe Montaigne Patrimoine était, selon le profil du magazine Capital, qui était le 3e résultat de recherche, l'un des 10 groupes d'investissement immobilier et de développement d'entreprises les plus importants de France. Fondé en 1971 par l'ingénieur Arthur de Montaigne, il avait été hérité et développé par sa fille unique, Hélène de Montaigne, qui avait pris la présidence exécutive du groupe en 1998, après la mort de son père à l'âge de 37 ans, à un moment où l'entreprise traversait une crise de liquidité que la plupart des analystes de l'époque considéraient comme terminale. Hélène de Montaigne non seulement survécut à la crise, mais elle la transforma en point d'inflexion d'une expansion qui, au cours des 25 années suivantes, avait triplé le portefeuille du groupe, diversifié vers les secteurs de la fabrication et de la chaîne alimentaire et des services aux entreprises, et positionné le groupe Montaigne Patrimoine comme propriétaire ou copropriétaire de plus de 200 biens immobiliers dans 12 régions de France, en plus de participations en Belgique, en Italie et en Espagne. La Tour Opale, sur la Défense, était l'une de ses propriétés les plus récentes. Elle avait été achevée en 2019. Le restaurant Le Ciel 44, Valentine le découvrit après 10 minutes de recherche supplémentaire, opérait sous un contrat de location commerciale avec le groupe Montaigne Patrimoine comme bailleur, ce qui signifiait que Thierry Beaumont, propriétaire du restaurant le plus exclusif du 44e étage, payait un loyer à Hélène de Montaigne pour le privilège d'exister dans cet immeuble. Valentine posa le téléphone sur le lit. Elle regarda le plafond de la chambre qui avait une petite fissure dans le coin, là depuis son arrivée, et que personne n'avait réparé, car le propriétaire de la chambre était ce genre de personne qui accepte le paiement ponctuel en échange de ne rien demander et de ne rien réparer. Elle pensa à Madame Hélène assise à la table latérale avec son tailleur crème et son stylo de bonne qualité, buvant son café filtre artisanal avec ce calme de celui qui a tout le temps du monde, car d'une certaine manière, elle l'a. Elle pensa à Laurence lui disant de partir, elle pensa aux yeux d'Hélène quand Laurence lui dit cela, et pensa pour la première fois avec suffisamment de clarté pour l'exprimer, que peu,
être Madame Hélène n'était pas arrivée au ciel 44 par accident. Le lendemain, Valentine arriva au travail 15 minutes avant son service. Comme toujours, elle enfila son uniforme dans le vestiaire du personnel, ajusta sa boucle d'oreille en terre cuite émaillée devant le miroir, prit son sac à dos avec ses affaires du casier et sortit dans le couloir de la cuisine pour le briefing d'ouverture que Laurence menait chaque matin avec l'énergie enthousiaste de quelqu'un qui appréciait sincèrement de faire sentir petit le personnel. Le briefing foot normal, ce qui dans ce contexte signifiait que Laurence parla pendant 20 minutes des objectifs de vente, du protocole de présentation du menu du jour et de quelque chose concernant un client VIP attendu pour le déjeuner qui devait recevoir une attention spéciale, bien qu'elle ne précisât pas qui il était ni pourquoi il était VIP, ce qui était sa manière de garder l'information comme outil de contrôle. Valentine écouta, prit des notes dans son petit carnet à spirale qu'elle portait toujours dans la poche droite de son tablier. Et quand le briefing fut terminé et que le personnel se dispersa à ses postes, Camille la rejoignit dans le couloir avec une expression de quelqu'un qui veut dire quelque chose et ne sait pas comment commencer. « Dis, Valentine, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien. Non, c'est que hier, après ton départ, Thierry est resté au bar environ 1 heure avec Laurence. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais ce matin, il y a eu un email interne sur des évaluations de performance urgentes du personnel de salle. » Valentine la regarda. « Quant, cette semaine, il dit que Madame Fournier va faire des entretiens individuels. » Camille baissa la voix. « Valentine, je crois qu'ils t'ont dans le collimateur. » Valentine garda le silence un instant. « Merci de me le dire, Camille. C'est juste que je ne trouve pas ça juste, ce qui s'est passé hier. Cette dame que tu as servie n'avait même pas l'air d'être quelqu'un qui allait causer des problèmes. »« Non, elle n'avait pas l'air, » dit Valentine. Et quelque chose dans son ton fit que Camille la regarda différemment, sans pouvoir définir exactement pourquoi. Le service du déjeuner ce mercredi fut intense, salle pleine dès l'ouverture, ce qui était inhabituel pour un mercredi de 2e quinzaine. Le client VIP que Laurence avait mentionné se révéla être un sénateur qui arriva avec 4 accompagnateurs et exigea une table en enfilade avec vue sur la Défense, ce qui nécessita de réorganiser 3 tables avec 10 minutes de marge, et généra une tension en cuisine qui se traduisit par 2 plats renvoyés et un nouveau serveur au bord de l'épuisement nerveux. Valentine se déplaça avec la précision huilée de celui qui a appris à bien fonctionner sous pression, car la pression avait été son état naturel pendant 3 ans. Elle coordonna, couvrit, anticipa. Lorsque le nouveau serveur se bloqua devant la table du sénateur, sans pouvoir répondre à une question sur l'accord mets et vin du menu dégustation, ce fut Valentine qui apparut à ses côtés comme si elle avait toujours été là, répondit à la question avec une exactitude technique et une chaleur authentique, et se retira avant que le chef de salle n'ait à intervenir. Thierry, qui cet après-midi-là était descendu en salle pour le client VIP, vit tout. Il ne dit rien, mais il vit. À 15h30, lorsque le sénateur et son groupe se retirèrent satisfaits et que la salle commençait à se vider, Laurence appela Valentine au bar. « Bien », dit Laurence avec ce ton qu'elle utilisait quand reconnaître quelque chose de bon lui coûtait physiquement. « La table du sénateur a été bien gérée. Merci. Cela ne change rien à hier ni aux évaluations. »« Je sais, Laurence. » Laurence l'étudia un instant avec ce regard que Valentine avait appris à lire. Elle cherchait quelque chose, peut être sa soumission, peut être la peur, peut être le signe que Valentine comprenait que tout restait pareil, que l'épisode de Madame Hélène avait été une anomalie et que la hiérarchie était intacte et ferme comme toujours. Valentine soutint son regard. Non pas avec défi, sans défi, juste avec cette présence tranquille et complète de celui qui n'a plus besoin de l'approbation de l'autre pour savoir qu'il est bien ancré. Laurence détourna le regard la première. À 16h, le téléphone de Valentine vibra dans sa poche. Un message d'Hélène de Montaigne. « Valentine, êtes-vous disponible jeudi à 10h du matin pour un café ?» En dehors du restaurant, bien sûr, Valentine lut le message 3 fois. Jeudi, son jour de repos hebdomadaire, la seule matinée où elle n'avait pas à être au ciel 44. Elle écrivit « Oui, Madame Hélène, où nous rencontrons-nous ?» La réponse arriva en moins d'1 minute. Une adresse dans le 8e arrondissement et le nom d'un lieu, Café Montaigne. Demandez la table réservée au nom d'Hélène. Valentine lut le nom du café, Café Montaigne. Elle rangea le téléphone dans la poche de son tablier à côté de l'avertissement formel avec sa signature, à côté du papier original avec le numéro de téléphone, à côté de la boucle d'oreille en terre cuite émaillée. La poche des trésors, de plus en plus pleine. Cette nuit-là, avant de s'endormir dans la chambre de 3x4, avec la fenêtre sur le couloir sans soleil, Valentine ouvrit la photographie de sa mère dans le téléphone. Solange Dubois avec le tablier taché de civet de canard et les bras tendus sur le mortier en pierre. « Je sais, maman », dit-elle à voix basse, bien que la pièce fût vide
et que personne ne put l'entendre. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais quelque chose arrive. Elle éteignit l'écran et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans que la dernière image du jour fût le plafond avec la fissure dans le coin. La dernière image fut celle d'une élégante vieille dame aux cheveux argentés, regardant la ville du 44e étage, avec les yeux de celle qui ne visite pas cet endroit, de celle qui le possède. Le jeudi se leva avec cette lumière propre et froide de Paris, en saison sèche, qui rend tout plus net que d'habitude, comme si la ville avait décidé pour une fois de se montrer sans filtre. Valentine se réveilla à 7h15, 45 minutes avant son réveil habituel, car son corps avait l'habitude obstinée de ne pas la laisser dormir quand quelque chose d'important était sur le point d'arriver. C'était un mécanisme qu'elle avait hérité de sa mère, qui se réveillait toujours avant l'aube les jours de marché, car elle disait que le sommeil ne sert à rien quand la vie vous attend dehors. Elle se doucha avec l'eau tiède, que le chauffe-eau mit 7 minutes à produire. Elle s'habilla avec soin, ce qui, dans le vocabulaire limité de sa garde-robe, signifiait le pantalon noir à pinces qu'elle gardait pour les entretiens d'embauche, et la blouse blanche à boutons qu'elle avait repassée la veille. Elle n'avait pas de vêtements du 8e arrondissement, mais elle avait des vêtements propres et bien repassés, et sa mère lui avait appris que cela valait plus que le logo sur l'étiquette. Elle mit ses boucles d'oreilles en terre cuite émaillée, les deux, pas seulement la gauche qu'elle portait au travail, et prit le métro à 8h20. Le café Montaigne était dans une rue latérale du 8e arrondissement, entre une galerie d'art et une agence d'architecture à façade en verre dépoli. Il était discret de l'extérieur. Une porte en bois sombre sans grande enseigne, juste le nom en petites lettres de bronze à hauteur des yeux, du genre qui ne cherche pas à être trouvé par n'importe qui, mais par celui qui sait déjà qu'il existe. Valentine arriva 10 minutes avant 10h. Elle poussa la porte. L'intérieur sentait le café de qualité et le vieux bois d'une manière qui n'était pas décorative, mais réelle, le genre d'odeur qui s'accumule pendant des années d'usage authentique et ne peut être fabriqué avec des bougies parfumées. Le plafond était haut, avec des poutres apparentes. Les tables étaient peu nombreuses, bien espacées, avec des nappes en lin de couleur ivoire. Il n'y avait pas de musique, ou il y avait une musique si basse que le silence l'absorbait. Une jeune femme en uniforme sombre s'approcha immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Dubois. »« Oui. Madame Hélène vous attend. Je vous en prie. » Elle la suivit jusqu'à une table au fond près d'une fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur avec un oranger au centre. Hélène de Montaigne était assise avec une tasse fumante devant elle, et une chemise fermée sur la table que Valentine remarqua, mais ne fixa pas, car elle avait appris que trop regarder les choses qui ne vous ont pas encore été montrées est une forme d'anxiété que l'autre peut lire. Madame Hélène était exactement la même que dans le restaurant. Même chignon bas, même prestance, même calme, qui occupait l'espace sans demander la permission. Elle était vêtue de gris foncé cette fois, un autre ensemble parfait en tissu impeccable. Valentine se leva pour la saluer, ce qui n'était pas un geste que Valentine attendait, et cela la prit donc légèrement par surprise. La dame lui tendit la main. « Je suis ravi que vous soyez venue. Merci pour l'invitation, Madame Hélène. Asseyez-vous. Que prendrez-vous? Ce que vous prenez, si c'est possible. » Hélène fit un geste minimal vers la femme, en uniforme sombre qui disparut sans que personne ne dise rien de plus. « Avez-vous bien dormi ?» demanda Hélène. « Raisonnablement, » dit Valentine, ce qui était la réponse honnête sans être inutilement intime. Hélène hocha la tête. « Moi non plus. À mon âge, on dort moins, mais on pense plus. Je ne suis pas sûr que ce soit un échange avantageux. » Valentine sourit. Hélène aussi, à peine. Le café arriva. C'était un café filtre artisanal. Valentine le sut à l'odeur avant de le voir. Cannelle, sucre de canne. L'obscurité spécifique du café français préparé lentement. Il fut servi dans une tasse en terre cuite émaillée, du type qui conserve la chaleur différemment de la porcelaine. « J'ai supposé que vous le préféreriez ainsi, » dit Hélène. « C'est parfait, » dit Valentine, et ça l'était. Elles parlèrent pendant 20 minutes de choses qui n'étaient pas les choses importantes. Hélène l'interrogea sur la Drôme provençale, sur Gordes spécifiquement, avec la connaissance géographique et culturelle de quelqu'un qui y a vraiment été, et non seulement de passage lors d'un tour gastronomique. Elle l'interrogea sur le civet de canard de sa mère, que Valentine avait mentionné en passant le mardi au restaurant, bien qu'elle ne se souvienne pas exactement à quel moment elle l'avait dit. Elle l'interrogea sur l'école hôtelière de Marseille, sur le programme d'études, sur ce que Valentine y avait appris qu'elle ne s'attendait pas à apprendre. Valentine répondit avec la même honnêteté directe qu'elle utilisait lorsque quelqu'un lui posait de vraies questions, ce qui était différent de l'honnêteté protocolaire qu'elle utilisait avec les clients du ciel 44. Elle parla de sa mère avec naturel, sans le nœud à la gorge qui apparaissait parfois lorsque le sujet surgissait par surprise. Elle parla de la cuisine provençale avec la connaissance technique et l'amour simultané de celle qui y a grandi. Hélène écouta de la même manière qu'elle faisait tout,
avec une attention complète et sans hâte. Lorsque le deuxième café arriva sans que personne ne l'ait demandé, Hélène posa les mains sur le dossier fermé et la regarda dans les yeux. « Valentine, je veux vous poser quelques questions directes et je veux vous demander d'y répondre avec la même franchise. »« D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous malmenée dans ce restaurant ?» Le silence dura une seconde. « Depuis le début, » dit Valentine. « 3 ans. Avez-vous déposé une plainte formelle ?»« Non. » « Pourquoi pas ?» Valentine réfléchit à la réponse avant de la donner, non pas parce qu'elle ne la connaissait pas, mais parce qu'il y en avait plusieurs versions et qu'elle voulait donner la bonne. Parce que dans ce genre d'endroit, celui qui se plaint est le prochain à partir. Et j'avais besoin de rester. Pourquoi faire? Pour apprendre, pour économiser, pour avoir suffisamment pour faire quelque chose à moi, après. Hélène hocha la tête lentement. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose à moi? Valentine le dit pour la première fois à haute voix à une autre personne, avec tous les mots. Un restaurant en Drôme provençal, petit, de cuisine traditionnelle de la région avec une technique contemporaine, dans mon village ou à proximité, où la cuisine de ma mère aurait la place qu'elle mérite. Le jardin intérieur avec l'oranger était parfaitement immobile derrière la fenêtre. Hélène ouvrit la chemise. À l'intérieur, il y avait 3 documents. Le premier était une feuille à en-tête du groupe Montaigne Patrimoine. Valentine reconnut le logo qu'elle avait vu la veille sur Google. Une lettre G et une A, entrelacées dans un design épuré et sans prétention. Le second était ce qui semblait être un contrat de location, plusieurs pages, un texte dense, des chiffres. Le troisième était une feuille plus courte avec un en-tête qui disait « Proposition de développement gastronomique, projet Racine ». Le mardi, je ne suis pas arrivé au ciel 44 par accident, dit Hélène sans préambule. Je visite depuis 3 mois des restaurants qui opèrent dans des propriétés de mon groupe, en les évaluant. Le contrat de M. Beaumont expire dans 4 mois, et nous avons suffisamment d'informations sur des irrégularités sociales et fiscales dans son exploitation pour ne pas le renouveler si le groupe le décide. Valentine ne dit rien. Elle écoutait. Ce qui est arrivé par quelque chose d'approchant l'accident, continua Hélène, c'est vous. Je ne vous attendais pas. Je suis allé observer une opération et j'ai trouvé quelque chose de différent. Une brève pause. La manière dont vous vous êtes déplacé ce jour-là, la manière dont vous m'avez servi. Ce n'était pas du protocole, c'était quelque chose qui ne s'enseigne dans aucune école d'hôtellerie car cela vient d'un autre endroit. De ma mère, dit Valentine sans réfléchir. Oui, dit Hélène, de votre mère. Le jardin restait immobile, l'oranger ne bougeait pas. Le projet Racine, dit Hélène en désignant le 3e document, est une initiative que mon groupe développe depuis 2 ans. Nous voulons ouvrir 3 restaurants de cuisine régionale française authentique dans des emplacements stratégiques. Paris, Lyon et la Drôme provençale. Pas des chaînes, pas des franchises, des restaurants avec une identité réelle, une direction gastronomique avec de véritables racines dans la région et une exploitation qui respecte le personnel et le produit de la même manière. Valentine regardait le document sans le toucher encore. L'espace de la Drôme provençale, dit Hélène, est sans directeur gastronomique depuis que nous avons commencé le projet. Nous avons interviewé 8 personnes. Aucune n'avait ce que nous cherchions. Le silence qui suivit était du genre qui ne demande pas à être comblé. Valentine leva les yeux du document et regarda Hélène. « Pourquoi moi ?» dit-elle. « Je ne suis pas chef diplômé. Je n'ai pas de restaurant à moi. Je n'ai pas de CV qui justifie cela. »« Non, » dit Hélène. « Mais vous avez 3 ans de connaissances réelles du fonctionnement interne d'un restaurant de haut niveau. Vous avez une formation technique solide. Vous avez la connaissance de la cuisine provençale qui ne peut ni s'acheter ni s'étudier à Paris. Et vous avez, elle fit une pause minime, quelque chose que les 8 candidats précédents n'avaient pas. Quoi? La bonne raison de le faire. Valentine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'euphorie, c'était quelque chose de plus calme et de plus profond. Le genre d'émotion qui n'explose pas, mais qui se dépose comme l'eau qui trouve son niveau. « Je dois y réfléchir », dit-elle. « Bien sûr », dit Hélène. « Emportez les documents, lisez le projet complet. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro. » Valentine tendit la main vers les documents, les prit avec soin, comme quelqu'un qui prend quelque chose qui pourrait se briser, bien que le papier fût épais et ferme. « Madame Hélène, dit-elle, quand avez-vous su, au restaurant? Quand avez-vous su que vous alliez faire ça ?» Hélène la regarda avec cette petite expression presque secrète que Valentine avait vue pour la première fois le mardi. « Quand j'ai demandé à Camille si je pouvais attendre dans la rue et que vous avez traversé la salle, dit Hélène. À ce moment-là, c'est pourquoi il suffit parfois de voir comment quelqu'un traite celui qui ne peut rien lui donner en retour. » Valentine sortit du café Montaigne à 11h40 avec le dossier sous le bras et le goût du café filtre artisanal encore en bouche. Elle marcha une demi-rue, s'arrêta au coin. Le soleil de novembre dans le 8e arrondissement était blanc et propre sur les arbres de la rue, et un instant,
La ville entière sembla s'arrêter comme sur une photographie. Valentine pensa à la chambre des lilas avec la fissure au plafond. Elle pensa à Laurence et à ses talons sur le marbre. Elle pensa à Thierry et à son regard d'inventaire. Elle pensa à sa mère et au mortier en pierre. Elle pensa à la Drôme provençale. Elle ouvrit le dossier d'un centimètre. Ville en tête du 3e document. Projet Racine, siège Drôme provençale. Elle le referma. Elle continua de marcher. Elle avait beaucoup à penser et, pour la première fois depuis des années, penser ne lui semblait plus un fardeau, mais un privilège. Le vendredi, elle arriva au ciel 44 avec le dossier rangé dans son casier personnel sous son sac à dos, invisible pour tous. Elle travailla son service complet avec la même précision que toujours. Elle servit ses tables, couvrit le nouveau serveur quand il se bloqua de nouveau devant une question sur le menu dégustation. Elle polit des verres, plia des serviettes. Laurence l'observa pendant tout le service avec ce regard de chat face à une souris qui n'a pas encore vu le piège. Thierry descendit en salle à 15h15 et traversa la salle sans la regarder. Valentine les regarda tous les deux avec une sérénité qu'elle trouva elle-même surprenante. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était quelque chose de plus proche de la perspective que l'on acquiert quand on peut soudain voir l'échiquier complet au lieu de seulement la pièce où l'on est posé. À 6h57, alors que Valentine ramassait son sac à dos du casier à la fin du service, le téléphone de la direction sonna dans le bureau de Laurence. Valentine l'entendit depuis le couloir. Elle entendit aussi la voix de Laurence, d'abord avec le ton professionnel habituel, puis avec quelque chose qui n'était pas exactement ce ton, quelque chose de plus tendu, quelque chose que Valentine n'avait jamais entendu auparavant dans cette voix. Elle ramassa son sac à dos, vérifia que le dossier était toujours dessous, ferma le casier, sortit par la porte de service. L'ascenseur mit 2 minutes, 44 étages de descente. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall de la Tour Opale, Valentine marcha lentement jusqu'à l'enseigne en marbre noir à côté de la réception. La Tour Opale, Paris, développée et opérée par le groupe Montaigne Patrimoine. Elle la lut. Elle hocha légèrement la tête, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'il savait déjà, mais avait besoin de voir une fois de plus, et sortit dans la rue. Le lundi, Valentine arriva au ciel 44 à 9h50 du matin, 10 minutes avant son service. Comme toujours, sauf que cette fois, il y avait quelque chose de différent dans le hall de la Tour Opale. Il y avait 2 hommes en costume près de la réception. Ce n'étaient pas des clients du restaurant. Elle le sut immédiatement, car il était trop tôt pour le service du déjeuner et parce que les clients du ciel 44 n'attendaient pas dans le hall, mais montaient directement. Ce n'étaient pas non plus des fournisseurs. Les fournisseurs arrivaient par l'entrée de service au sous-sol avec des factures en main et l'énergie de celui qui est pressé, car il a 4 livraisons de plus après celle-ci. Ces hommes attendaient avec le calme spécifique de ceux qui ont tout le temps du monde. Car le temps, dans cette situation, est de leur côté. Costume bleu marine de coupe impeccable, porte-documents en cuir sombre, aucun téléphone visible, ce qui dans le monde corporatif contemporain était presque une déclaration d'intention. Le plus grand des deux conversait à voix basse avec la réceptionniste, qui regardait son écran avec une expression de celui qui vérifie quelque chose qu'il ne s'attendait pas à vérifier ce matin. Valentine les regarda en passant. Le plus grand leva les yeux vers elle pendant une seconde avec l'évaluation rapide et professionnelle de celui qui a appris à classer les personnes en fractions de seconde. Puis il retourna vers la réceptionniste. Valentine prit l'ascenseur 44 étages vers le haut. Le briefing d'ouverture ce lundi fut différent dès la première minute. Laurence était debout devant le personnel, avec une tension dans les épaules que Valentine avait appris à lire pendant 3 ans, et qui signifiait normalement que quelque chose s'était mal passé dans les chiffres du week-end ou que Thierry avait appelé avec une instruction de dernière minute, que Laurence ne pouvait traiter sans la transmettre comme pression vers le bas. Mais cette tension était différente, elle était plus profonde, plus calme, du genre qui ne vient pas des chiffres, mais de quelque chose que les chiffres ne peuvent résoudre. « Le service d'aujourd'hui sera normal », dit Laurence, avec cette précision de mots que les gens utilisent quand ils gèrent quelque chose en interne tout en parlant. « Je veux une attention spéciale au protocole de présentation et j'ai besoin que tout le personnel soit disponible à ses postes à partir de 11h sans exception. » Personne ne demanda pourquoi au ciel 44. Personne ne demandait pourquoi quand Laurence utilisait ce ton. Valentine nota dans son carnet à spirale 11h0 pile, tout le personnel au poste, et souligna l'heure sans savoir exactement pourquoi. À 10h43, les ascenseurs principaux du ciel 44 s'ouvrirent. Ce n'était pas l'entrée de service, par où arrivaient le personnel et les fournisseurs. C'était l'entrée principale, celle qui donnait directement sur la salle depuis le hall privé du 44e étage, avec des portes en verre gravées que l'équipe de nettoyage polissait chaque matin avec une solution spéciale que Laurence avait fait venir d'Allemagne, parce que la solution française
laissait des taches microscopiques qui offensaient sa sensibilité esthétique. Par ces portes entrèrent 6 personnes, pas une, pas 2, 6, 4 hommes et 2 femmes, tous en costume bleu marine, avec la même coupe impeccable que les 2 que Valentine avait vus dans le hall 1 heure auparavant, porte-documents en cuir, pas coordonnés sans être martiaux. L'énergie silencieuse et absolument écrasante de ceux qui entrent dans un lieu, sachant qu'ils ont raison légalement, factuellement et contractuellement d'être là, et que cette raison n'est pas discutable. Derrière eux, marchant avec ce calme qui occupait l'espace sans demander la permission, entra Hélène de Montaigne, tailleur bleu marine, cette fois parfaitement assortie à celui de son équipe, bien que chez elle le tissu tomba d'une manière légèrement différente, de la manière dont les vêtements tombent différemment chez celui qui les porte, pour des raisons autres que celles d'impressionner. Chignon bas habituel, la broche dorée sur le revers, le sac rectangulaire sombre sur le bras plié, elle marcha jusqu'au centre de la salle et s'arrêta. Elle regarda autour d'elle avec ce regard de faucon que Valentine avait vu le mardi précédent à la table latérale, seulement maintenant elle n'avait pas besoin de le dissimuler. Le salon du ciel 44 était magnifique, avec ses baies vitrées du sol au plafond et sa vue à 360 degrés sur la ville. À 10h43 du matin, avec la lumière de novembre entrant horizontale et blanche, le marbre du sol brillait comme de l'eau immobile. Hélène regarda tout et à aucun moment ne sembla impressionnée, car il est impossible d'être impressionné par quelque chose qui est déjà le vôtre. Thierry Beaumont apparut des escaliers intérieurs 4 minutes plus tard. Il n'était pas descendu en costume. Il était descendu dans les vêtements qu'il portait dans son bureau le matin, avant de se préparer à recevoir des clients. Pantalon sombre, chemise sans cravate, le genre de tenue qui indiquait qu'il avait été surpris avant d'être prêt à être vu. Son expression était celle de quelqu'un qui a reçu une nouvelle inattendue et est encore en train de décider s'il doit paraître calme ou si l'effort n'en vaut plus la peine. « Madame de Montaigne », dit-il depuis la moitié des escaliers, avec le ton soigneusement calibré de celui qui tente de se faire passer pour un hôte dans un lieu qu'il ne sent plus tout à fait le sien. « Quelle surprise, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Si vous m'aviez prévenu, avec grand plaisir. » « Il n'était pas nécessaire de prévenir, » dit Hélène, sans se tourner vers lui encore. Elle continuait de regarder la salle. « Je connais parfaitement l'espace. Je le connais avant que vous ne le louiez. » Thierry descendit les dernières marches. Le plus grand des avocats s'avança et lui tendit une enveloppe. « Monsieur Beaumont, je suis maître Herrera Campos, du cabinet Montaigne Patrimoine Légal. Nous vous remettons formellement la notification d'audit intégrale du contrat de location numéro 84 à 2019 correspondant à l'espace commercial, dénommé Le Ciel 44, 44e étage de la Tour Opale. L'audit couvre la période complète d'exploitation du contrat en vigueur et englobe les domaines fiscal, social, sanitaire et d'urbanisme. Thierry regarda l'enveloppe comme si c'était un objet qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. « C'est, » commença-t-il, « une notification formelle, » dit maître Herrera. « Vos droits et obligations sont spécifiés dans le document. Vous disposez de 72 heures pour une première réponse. Mais le contrat n'expire pas avant. Le contrat, dit Hélène, se tournant finalement vers lui avec cette sérénité absolue qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être parfaitement claire, comporte des clauses d'audit que vous avez signées en 2019 et que, par la même signature, vous avez acceptées comme condition d'exploitation. Ce n'est pas une négociation, monsieur Beaumont, c'est un processus qui est déjà en cours. » Thierry ouvrit la bouche, la referma. Laurence, qui avait apparu dans le couloir latéral, avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que la réunion qu'elle pensait être de routine ne l'est pas du tout, resta complètement immobile contre le mur. Le personnel de salle, dispersé à ses postes, comme Laurence l'avait indiqué, sans savoir pourquoi, observait en silence. Le commis près de la verrerie, Camille à l'accueil, Baptiste derrière le bar et Valentine à sa station près de la fenêtre latérale, où 4 jours plus tôt elle avait servi un café-filtre artisanal à une dame aux cheveux argentés qui n'avait pas de réservation. Ce qui suivit dura environ 40 minutes et se déroula simultanément dans 2 espaces. Dans la salle où Hélène et 2 des avocats firent une visite méthodique de l'espace avec des tablettes et des caméras, documentant chaque détail avec l'efficacité tranquille de ceux qui ont déjà fait cela. Et dans le bureau de Thierry, où maître Herrera et 2 autres avocats conduisirent le propriétaire du restaurant pour la première revue de la documentation. Laurence entra également dans ce bureau. Personne ne l'invita. Personne ne l'arrêta. Valentine, depuis sa station, la vit disparaître dans le couloir avec cette raideur du dos qui, dans des conditions normales, irradiait l'autorité et qui, à ce moment, irradiait quelque chose de complètement différent. Hélène s'arrêta devant la fenêtre latérale, la même fenêtre d'où l'on voyait le jardin du Luxembourg et les jours clairs le Mont Blanc. Aujourd'hui,
C'était un de ces jours. Valentine s'approcha, non pas parce que quelqu'un lui dit de s'approcher, mais parce qu'il y avait quelque chose dans la manière dont Hélène regardait cette vue, qui était exactement la même manière que Valentine l'avait vue la regarder 4 jours plus tôt, et sentit que dans ce mouvement, il y avait quelque chose qui complétait un cercle. Madame, Hélène se tourna, la vit et sourit. Pas le petit sourire presque secret de la première fois. Celui-ci était plus large, plus visible. Le sourire de celle qui n'a plus besoin de rien cacher. « Valentine, dit-elle, je suis ravie que vous soyez là. J'ai lu le projet, demanda Valentine, bien que ce ne fût pas la question qu'elle voulait poser en premier. Oui, toute la nuit de jeudi. Et je veux le faire, dit Valentine. Je veux le projet de la Drôme provençale. Hélène hocha la tête. Je sais. Comment le savez-vous? Parce que si vous n'aviez pas voulu, dit Hélène, vous m'auriez appelé vendredi pour me dire que vous y réfléchiriez davantage et vous n'avez pas appelé. C'est aussi une réponse. Valentine y pensa. Elle avait raison. Ce fut Maître Herrera qui remit l'enveloppe à Valentine. Pas à ce moment-là. Mais lorsque la réunion de bureau fut terminée et que l'équipe juridique commença à s'organiser pour partir. Il s'approcha de sa station avec la même efficacité tranquille avec laquelle il avait fait tout le reste. Il lui tendit une enveloppe scellée avec le logo Montaigne Patrimoine Légal et dit « De la part de Madame Hélène ». Valentine l'ouvrit sur le champ, sans attendre. À l'intérieur, il y avait une lettre d'une seule page, à en tête du groupe, signée à la fin d'une grande et claire écriture qui disait simplement « Hélène, messieurs ». C'était une offre formelle d'embauche en tant que directrice gastronomique du projet Racine, site Drôme provençal, avec un salaire mensuel, des prestations légales plus des avantages supérieurs, un budget de développement de menus pour des frais de déplacement pour des voyages de recherche d'ingrédients dans la région et une période de développement de 6 mois avant l'ouverture, pendant laquelle Valentine aurait accès à une formation avec les meilleurs cuisiniers de cuisine traditionnelle provençale que le groupe pourrait réunir. À la fin de la lettre, il y avait une ligne manuscrite différente du reste du texte imprimé. Le restaurant s'appellera Solange, si vous êtes d'accord. Valentine lut cette ligne. Elle la lut encore une fois. Ses mains ne tremblèrent pas, mais quelque chose derrière ses yeux le fit, avec cette vibration spécifique qui n'est pas exactement des larmes, mais le mouvement que les larmes font avant de décider si elles sortent ou restent. Elles restèrent. Valentine plia la lettre avec soin, la rangea dans la poche de son tablier, poche des trésors. Et quand elle leva les yeux, Hélène était à 4 mètres, l'observant avec ce regard de celui qui sait déjà ce qui va se passer. Mais attends tout de même, car certains moments méritent leur temps complet. Valentine hocha la tête. Une seule fois, ferme et complète. Hélène hocha la tête aussi. Thierry Beaumont sortit de son propre bureau 20 minutes plus tard avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que le sol sur lequel il croyait se tenir était en réalité le plafond d'autre chose. Maître Herrera lui remit une deuxième documentation. L'initiation formelle du processus de non-renouvellement de contrat pour manquement aux clauses sociales identifiées dans l'audit préliminaire, parmi lesquelles la redistribution non autorisée des pourboires, le non-paiement systématique des heures supplémentaires et 3 avertissements formels émis au cours des 6 derniers mois sans la procédure légale requise. Thierry la prit, regarda Laurence. Laurence regarda le sol. Le marbre, qui ce matin-là brillait comme de l'eau immobile sous la lumière de novembre, continua de briller exactement de la même manière, indifférent, comme l'est le marbre, à qui le piétine et avec quel type de chaussures. Hélène s'approcha de Valentine une dernière fois avant de partir. « Vous avez 2 semaines pour donner votre préavis ici, dit-elle à voix basse. Prenez le temps qu'il vous faut pour organiser vos affaires. Le projet de la Drôme provençale commence quand vous serez prête. »« Merci, Madame Hélène, » dit Valentine. « Ne me les donnez pas encore, » dit Hélène. « Donnez-les-moi quand vous goûterez le premier civet de canard du restaurant. » Et elle se dirigea vers les ascenseurs avec son équipe, avec cette manière de marcher qui n'a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit parce que tout ce qui doit être dit est déjà dit. Les portes en verre gravées se refermèrent derrière elle. La salle du ciel 44 resta silencieuse. Valentine regarda la fenêtre latérale, le jardin du Luxembourg vert et étendu, le Mont Blanc en arrière-plan parfaitement clair, mit la main dans la poche de son tablier, toucha la lettre pliée. Solange. Le nom de sa mère en lettres d'imprimerie, écrit par une femme qu'elle n'avait jamais connue et qui pourtant savait que ce nom était le bon. Valentine respira lentement et, pour la première fois depuis 3 ans, sentit que le 44e étage n'était pas un endroit d'où l'on regardait la ville en attendant de descendre. C'était l'endroit d'où l'on commençait à monter. La table qui fut toujours la sienne. Valentine Dubois donna son préavis formel un mercredi matin, 9 jours après que les avocats du groupe Montaigne Patrimoine soient entrés au ciel, 44, avec leurs porte-documents en cuir, et leur costume bleu marine, et leur silence, qui valait plus que n'importe quel discours. Elle ne le fit pas avec dramaturgie,
Elle ne le fit pas avec le genre de satisfaction bruyante que les films suggèrent que l'on devrait ressentir à ce moment-là, avec une musique de fond et la caméra tournant autour du protagoniste, tandis que le méchant pâlit en temps réel. Elle le fit de la manière dont elle avait fait presque tous ces 3 dernières années, lentement, avec précision, avec les mots exacts et aucun de trop. Laurence Fournier était dans son bureau quand Valentine frappa à l'encadrement de la porte ouverte à 10h15. « Entrez », dit Laurence sans lever les yeux de son écran. Elle avait toujours ce ton, elle l'utilisait toujours, bien qu'au cours des 9 jours écoulés depuis la visite des avocats, il y avait quelque chose de subtilement différent en lui, comme une note de musique qui sonne de la même manière, mais sur un instrument qui a perdu un peu de tension dans les cordes. Valentine entra, déposa sur le bureau une feuille pliée en 2. Laurence la regarda, la prit, la lut. C'était la lettre de démission volontaire de Valentine Dubois, rédigée conformément aux articles du Code du travail français, avec des remerciements formels pour la période de travail et une demande de paiement intégral des prestations. Le silence dura exactement le temps que Laurence mit à lire les 4 lignes du document. « Où vas-tu » dit-elle enfin. Ce n'était pas de la curiosité genuine, c'était le réflexe involontaire de celui qui a besoin de localiser sur la carte la personne qui vient de lui échapper. « En Drôme provençal », dit Valentine. Laurence la regarda. « Faire quoi ?»« Mon travail », dit Valentine. Et dans cette réponse, qui était la même que celle qu'elle avait donnée 9 jours plus tôt, quand Thierry lui avait demandé ce qu'elle croyait faire, il y avait quelque chose qui bouclait la boucle d'une manière si nette que Valentine le sentit physiquement, comme le clic d'une serrure qui trouve enfin la bonne clé. Laurence ne répondit pas. Valentine ramassa son sac à dos. Elle sortit du bureau. Les 9 derniers jours au ciel 44 avaient eu la texture étrange des adieux que personne n'annonce à haute voix. Le personnel savait que quelque chose avait changé depuis la visite des avocats. Les nouvelles, dans ce genre d'endroit, voyagent à travers les silences et les changements d'expression plus qu'à travers les mots. Et tous avaient vu Thierry remonter dans son bureau avec l'enveloppe à la main et le visage de celui qui vient de recevoir une facture inattendue et qu'il ne peut pas payer. Tous avaient vu Laurence passer les jours suivants avec cette tension de corde lâche qui était nouvelle chez elle et que personne ne savait exactement comment interpréter car il ne l'avait jamais vue ainsi. Personne ne demanda à Valentine ce qu'elle savait, mais Camille la chercha le jeudi à la station des Boissons et lui dit avec ce mélange de soulagement et de culpabilité qui caractérise les bonnes personnes qui ont été silencieuses trop longtemps, « Je suis contente de ce qui se passe, quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis contente. » Valentine lui sourit. « Ça va aller, Camille. Et toi, moi aussi. » Baptiste le barista lui prépara le dernier vendredi un café filtre artisanal, sans qu'elle le demande, le posa sur le bar à côté de sa station et ne dit rien. Il leva juste le menton dans ce geste qui, entre personnes qui se comprennent sans avoir besoin de beaucoup de mots, signifie exactement ce qu'il doit signifier. Valentine le bute lentement entre les tables, savourant la cannelle et le sucre de canne avec la conscience de celui qui sait que les choses ont une dernière fois, même si on ne sait pas toujours laquelle. Thierry Beaumont ne redescendit pas en salle pendant ces 9 jours. Le dernier service de Valentine au ciel 44 fut un vendredi de service complet, des tables pleines dès l'ouverture, un groupe de 12 personnes célébrant un anniversaire d'entreprise à la table, en enfilade du centre et 3 réservations VIP simultanées qui nécessitaient une coordination de niveau chirurgical entre la cuisine et la salle. Valentine coordonna, Valentine couvrit, Valentine anticipa. Elle le fit avec la même précision que toujours, avec la même présence complète que toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont elle se déplaçait cet après-midi-là, dans la salle, quelque chose que Camille remarqua et que Baptiste remarqua, et que même le chef de cuisine, un homme de peu de mots appelé Bernard, qui était au restaurant depuis 8 ans et avait vu entrer et sortir plus de personnel qu'il ne pouvait compter, remarqua quand Valentine passa par les portes battantes pour prendre une commande. « Et » lui dit Bernard de sa voix de peu de syllabes. Valentine s'arrêta. « Bonne chance » dit-il. « Juste ça » Valentine hocha la tête. « Merci Bernard » et elle continua. À 23 juin ce soir-là, lorsque le dernier convive eut demandé son addition et que le personnel commençait la fermeture, Valentine alla à son casier pour la dernière fois. Elle sortit son sac à dos, sortit le dossier du groupe Montaigne Patrimoine qu'elle y avait gardé pendant 9 jours, voyageant avec elle tous les jours de haut en bas dans l'ascenseur, invisible pour tous, le poids exact de quelque chose qui était sur le point de commencer. Elle ôta son tablier, le plia avec le même soin qu'elle avait plié des serviettes pendant 3 ans, non pas parce que quelqu'un allait le vérifier, mais parce que c'était sa manière de faire les choses. Et cela ne dépendait pas de savoir si quelqu'un regardait ou non. Elle le laissa plier sur le casier, prit son sac à dos et son dossier. Elle sortit par la porte de service. L'ascenseur mit 2 minutes,
44 étages vers le bas, pour la dernière fois. 6 semaines plus tard, Valentine Dubois atterrit à l'aéroport Marseille-Provence avec 2 valises, un sac à dos, un dossier rempli de notes de sa propre main, et la certitude tranquille et ferme de quelqu'un qui a longtemps marché vers quelque chose et vient de reconnaître le sol sous ses pieds. L'air de la Drôme provençale en décembre sentait la lavande et la terre humide, et quelque chose qui n'a pas de nom exact, mais que les Provençaux qui ont vécu à l'étranger reconnaissent avec le corps avant de le reconnaître avec l'esprit. Valentine le reconnut, respira profondément et pensa « ici ». L'emplacement du restaurant Solange se trouvait dans le centre historique de la ville, à 2 pâtés de maison de la place aux Herbes, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle que le groupe Montaigne Patrimoine avait acquis 5 ans plus tôt et qui était resté en restauration minutieuse depuis. Murs de pierre de taille verte, patio intérieur avec un bougainvillier qui avait poussé pendant des décennies et que personne n'avait taillé parce que l'architecte qui dirigeait la restauration avait dit que le bougainvillier faisait partie de la structure émotionnelle du lieu, autant que n'importe quelle poutre en bois. Valentine la vit pour la première fois un mardi de décembre avec l'architecte du projet et la designer d'intérieur que le groupe avait assigné et su, dès les 30 premières secondes, que c'était exactement le bon endroit. Non pas parce que c'était parfait. Il y avait de l'humidité sur un mur du fond. Le système électrique nécessitait des travaux. La cuisine était un squelette qu'il fallait construire de zéro. Mais elle avait cette qualité spécifique des espaces qui ont été habités avec amour pendant longtemps et qui en conservent quelque chose dans les murs, dans l'odeur, dans la manière dont la lumière entre par les arches du patio à 6 heures. « Qu'en pensez-vous » lui demanda l'architecte. « Je pense qu'ici, ça sentira le civet de canard », dit Valentine. L'architecte nota quelque chose sur sa tablette avec l'expression de celui qui n'est pas tout à fait sûr de comment transcrire cela, mais tente tout de même. Les 6 mois suivants furent les plus intenses de la vie de Valentine Dubois, et aussi, sans aucun doute, les plus vivants. Elle s'installa dans un petit appartement à 10 minutes de l'hôtel particulier, suffisamment près pour marcher au travail le matin, traversant des rues pavées qu'elle connaissait par cœur, même si des années s'étaient écoulées depuis qu'elle les avait foulées. Elle passa ses premières semaines à parcourir les marchés, à visiter des producteurs, à s'asseoir avec des cuisinières traditionnelles des vallées centrales et de la montagne de Lure, qui gardaient depuis des décennies des connaissances que les livres de gastronomie effleuraient à peine. Hélène de Montaigne l'appelait « le mardi », non pas pour superviser, mais pour demander « qu'avez-vous trouvé cette semaine ?» C'était la question habituelle. Et Valentine lui racontait le producteur d'olives noires à Nyons, qui avait développé une variété avec plus de profondeur aromatique sans perdre le caractère fruité, la grand-mère à Vaison-la-Romaine, qui faisait du fromage de chèvre avec une technique de salage et de séchage que sa famille pratiquait depuis 4 générations et qui produisait un fromage avec une complexité de saveur qu'aucun processus industriel ne pouvait reproduire. Le marché de Rungis à Paris, que Valentine avait visité durant ces années-là, sans comprendre tout ce qu'elle voyait, comparé au marché de Coustelet en Drôme provençale, où tout était plus lent et plus vrai et plus proche de la terre qu'il avait produit. Hélène écoutait avec la même attention complète que toujours. Un après-midi de mars, Valentine lui dit « Madame Hélène, je veux que le premier civet de canard du restaurant soit celui de ma mère. J'ai la recette qu'elle utilisait, écrite de sa main dans un carnet que je garde depuis sa mort, mais je veux que la préparation soit la mienne, que ce soit ce que j'ai appris d'elle, et aussi ce que j'ai appris après, les 2 choses ensemble. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Ça, » dit Hélène, « c'est exactement ce que ça doit être. » Le restaurant Solange ouvrit ses portes un samedi de juin à 14 heures, avec des réservations complètes pour les 3 premières semaines, et une liste d'attente que le responsable des réservations décrivit avec une combinaison de fierté et de panique que Valentine trouva complètement appropriée à la situation. La table près du patio intérieur, sous le bougainvillier que personne n'avait taillé, était réservée à Hélène de Montaigne. Elle arriva ponctuelle comme toujours, seule comme toujours, bien que cette fois derrière, elles n'arrivèrent pas des avocats en costume bleu marine, mais une femme d'une 40aine d'années, avec la même prestance et les mêmes yeux clairs qu'Hélène, qui se révéla être sa fille Marianne, et un homme plus âgé aux cheveux complètement blancs, qui se révéla être l'architecte qui avait conçu la tour Opale 20 ans plus tôt, et qui était apparemment le meilleur ami d'Hélène depuis l'université. Valentine les accueillit à l'entrée de l'hôtel particulier. Hélène la regarda de haut en bas, avec cette évaluation rapide et complète, qui chez elle n'était jamais grossière, mais simplement honnête. « Vous êtes différente, dit-elle. »« Je suis chez moi, » dit Valentine. Hélène hocha la tête. C'était la bonne réponse et toutes les 2 le savaient. Le civet de canard arriva à la table d'Hélène dans une cocotte en terre cuite d'Aubagne,
servi sur un morceau de pintade fermière qui avait cuit depuis l'aube, avec du pain frais préparé en temps réel dans la cuisine ouverte qui donnait sur le patio. Hélène le regarda, le sentit, prit la cuillère, goûta. Valentine, qui se tenait à côté avec la même quiétude avec laquelle elle avait toujours attendu les réactions des convives, l'observa. Le silence d'Hélène en goûtant le civet dura environ 5 secondes, puis elle leva les yeux. « Combien de cela vient de votre mère et combien de vous ?» Valentine réfléchit à la réponse. « La moitié exacte, dit-elle, et je ne sais plus bien quelle est quelle. » Hélène regarda de nouveau la cocotte. « Ça, dit-elle à voix basse, c'est ce qui le rend parfait. » Cet après-midi-là, lorsque le service fut terminé et que les derniers convives sortirent sur la place aux herbes avec cette lenteur satisfaite de celui qui a bien mangé et n'est pas pressé de retourner au monde ordinaire, Valentine resta seule dans le patio intérieur. Elle s'assit sur le banc de pierre sous le bougainvillier, qui en juin était en pleine floraison avec ses grappes de couleur magenta intense tombant sur l'arche de pierre de taille verte, comme si l'espace entier avait décidé de célébrer quelque chose. Elle sortit son téléphone, ouvrit la photographie de sa mère, Solange Dubois, avec le tablier taché de civet de canard et les bras tendus sur le mortier en pierre. Elle la regarda pendant un long moment. « Je suis arrivée, maman, » dit-elle à voix basse, bien que le patio fût seul, et le seul son fut l'eau de la petite fontaine au centre, et le dernier oiseau du jour chantant depuis un point invisible de l'oranger. « Et je n'ai pas perdu qui je suis en chemin. » Elle rangea le téléphone. Elle respira l'air de la Drôme provençale, qui sentait la lavande et la terre et le civet de canard, et le bougainvillier et la pierre de taille, chauffée par le soleil de midi, et tout ce que sa mère lui avait laissé, et qu'aucun Thierry Beaumont ni aucune Laurence Fournier du monde ne pouvait lui enlever, parce que cela n'était pas dans un casier d'un restaurant, mais dans l'endroit le plus profond et le plus sûr qui existe, en elle-même. Depuis l'arche du patio, la cuisinière qui préparait le pain frais passa la tête. « Chef, on ferme », Valentine se leva. « Oui », dit-elle, « on ferme », et elle sourit. Pas le sourire d'entraînement qu'elle avait appris au ciel 44, pas le sourire contenu de celle qui endure, le sourire de celle qui est arrivée.